dit oui, c'est le oui de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit du parti qu'on veut, c'est le oui de tout le monde, parce qu'on en profitera tous. C'est le oui de tout le monde, ensemble faut dire oui. Impondérable du Congrès, Pierre Bourgault, représentant des radicaux du parti et en même temps cauchemar de l'establishment, s'est imposé aux délégués en partie à cause de son immense talent d'orateur. Mes chers amis, je voudrais ce soir vous parler de trois choses rapidement. Sécurité, solidarité et respectabilité. Jusqu'à maintenant, au Parti québécois, nous avons tenté par tous les moyens de nous donner face à la population une image sécurisante. Parfois, au détriment de l'image de liberté que je crois nous devons incarner. Or, il faut bien comprendre que la sécurité n'est pas la liberté. À l'intérieur du parti, lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous sommes tous à peu près d'accord, bien sûr, cela va relativement bien. Mais souvent, c'est un signe qu'il n'y a pas cette liberté essentielle de discussion qui nous rend tous un peu moins sécuritaire. Face au peuple québécois, très souvent aussi, nous avons tenté de lui donner l'impression de la sécurité des vieux partis. Bien sûr que voter pour le Parti libéral ou pour l'Union nationale, c'est la sécurité. Et combien de fois n'avons-nous pas tenté de prouver au peuple québécois qu'avec nous aussi, c'était la sécurité, alors qu'avec nous, si nous sommes sérieux dans ce que nous avançons, nous savons bien sûr qu'il y a un peu moins de sécurité et pas mal plus de liberté. L'indépendance... L'indépendance que nous tentons de faire, ce n'est pas la sécurité. Le statu quo, c'est la sécurité. La démocratie, telle que nous tentons de la vivre, ce n'est pas la sécurité. C'est dur, c'est agaçant, c'est harassant par moments. Et c'est ça aussi, un parti qui se veut libre. Je pense que nous avons le devoir de ne rien cacher à la population de ce que nous croyons nécessaire et vrai. Combien de fois reculons-nous devant l'exposé de notre programme parce que nous nous disons que tel ou tel article peut effrayer les gens? À nous de convaincre les gens que cela est nécessaire et vrai. À quoi nous servirait-il d'avoir les meilleures solutions si toujours nous les retenons pour nous-mêmes, de crainte d'effrayer quelques électeurs ici ou là? À quoi nous sert-il d'avoir le meilleur parti si nous n'osons pas, partout à travers le Québec, nous présenter tels que nous sommes, sans toujours cacher des idées ou des hommes dans les garde-robes? Je veux parler de la solidarité que nous devons avoir envers tout le mouvement indépendantiste. Le Parti québécois est le morceau le plus important de ce mouvement, mais nous ne sommes pas les seuls. Et combien trop de fois nous entendons hors du parti point de salut. Or, il existe en dehors de nous des gens qui militent avec autant de sincérité et d'honnêteté que nous, et que nous dénonçons peut-être trop facilement, trop souvent. Pourtant, nous en profitons. Nous profitons de leur travail. Je n'en nomme qu'un, qui s'appelle Michel Chartrand. Nous profitons du travail du gens. Nous
nous profitons du travail qu'il fait. Le mouvement indépendantiste profite du travail qu'il fait. Et nous n'avons pas le droit, simplement parce qu'il sort de prison, ou que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit ou la façon dont il le dit, de le dénoncer ou de dire « Michel Chartrand, je l'aime bien, oui, mais... » Ce « oui, mais » me rend malade, moi. Et je pense qu'on en a assez. Je suis obligé de terminer très rapidement en vous disant que nous devons refuser de tenter de nous faire une image de respectabilité qui soit l'image traditionnelle des notables, des possédants, des riches et des bourgeois. La respectabilité, ça n'est pas une image. C'est ce à quoi on arrive quand, après des années, on se retrouve fidèle à ses objectifs du début, fidèle à ses principes du début et fidèle à ses rêves du début. C'est de cette respectabilité-là que nous devons vivre, nous. Voyez-vous, ce qui n'est pas respectable aujourd'hui peut l'être demain, aussi bien chez les hommes que pour les idées. Ho Chi Minh n'était pas respectable, il est devenu. Castro n'était pas respectable, il est devenu. De Gaulle n'était pas respectable, il est devenu parce qu'ils sont restés fidèles à leurs rêves de jeunesse. Et c'est ce que je voudrais que le Parti québécois fasse, rester fidèle aux rêves qui l'ont enfanté. Merci. Eh bien, ce discours fut sans doute déterminant dans l'élection de M. Pierre Bourgault. L'an dernier, lorsque j'ai été battu, je suis resté parfaitement solidaire du parti. Or, aujourd'hui que je suis élu à l'exécutif, je pense que mon attitude n'a pas changé. Je resterai aussi solidaire du parti que je l'étais dans le passé. Mais est-ce que vous allez pouvoir travailler avec René Lévesque en particulier? Disons qu'on va laisser passer une semaine ou deux pour que chacun puisse reprendre son souffle. Et moi, je crois qu'il est toujours possible de travailler même quand on trouve quelques difficultés personnelles les uns avec les autres. Depuis 10 ans, j'ai dû travailler souvent avec des gens difficiles et des gens ont dû travailler avec moi et je ne suis pas facile. Nous avons réussi à passer au travers. Je ne vois pas pourquoi on ne réussit pas. Ça sent la victoire. Les libéraux nous tapent dessus. L'Union nationale nous tape dessus. C'est bon signe. C'est bon signe. C'est signe que le Parti québécois a le vent dans les voiles. Une pelletée de terre pour un pont. Une pelletée de terre pour une école, c'est pas des députés, c'est des pelleteux qu'on a dans le coin. Ils sont en train de nous construire une mine à force de pelleter. Mais ils vont s'apercevoir qu'ils creusent leur tombeau plutôt. On nous a dit, c'est un programme de gauche. On nous dit maintenant, c'est un programme communiste. Eh bien non, c'est un programme moderne, tout simplement. Nous n'avons pas souvent l'habitude d'être modernes. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre en reprenant en main les instruments centraux de notre économie. On doit cesser d'attendre que chaque fois qu'il s'agisse de questions économiques ou financières, toutes les décisions importantes viennent de l'extérieur. Ces décisions, nous devons les prendre.
si on est même simplement modérément intelligent, de faire enfin croître les revenus, de ramener enfin le chômage à un niveau pas mal plus bas qu'il est, de nous donner cette économie saine sans laquelle il n'y a pas de société saine. C'est beaucoup demandé. C'est demander qu'on fasse non seulement une élection dans l'enthousiasme, c'est pas seulement demander qu'on fasse une élection dans l'excitation, mais c'est demander qu'on fasse une élection dans l'intelligence. Et c'est dans l'intelligence qu'on va la faire, cette élection. Il faut qu'on cesse de tourner en rond autour de tant de problèmes. Il y a des choses qui font mal chez nous. Puis ça presse jamais pour les régler parce qu'on n'a ni les moyens ni la volonté au niveau dirigeant. Quand c'est rendu une société qui scandaleusement laisse pourrir des familles dans des baraques dans tous les coins du Québec puis qui n'est pas pressée pour le logement. Que c'est rendu au point même où il y a des vieux qui brûlent vivants dans des baraques en bois, puis on attend encore les rapports sur la façon dont on va éliminer les douzaines d'autres qui restent dans le Québec. Et ça presse pas. Qu'on n'a pas réglé le problème de la santé après 4 ans de promesses et une histoire de fou qui ressemble à toutes les autres valses hésitations de ces groupes impuissants qui prétendent diriger mais qui en fait ne font que suivre les courants les plus faciles. Seulement pour établir dans notre société, après l'avoir consulté les gens, mais en agissant le plus vite quand ça presse le plus, pour ça, il faut sortir des slogans puis de l'illusionnisme électoral. Pour revenir il y a 10 ans, quand je suis arrivé dans ce métier-là, moi, 10 ans ce printemps, il faut que ça change, comme on disait alors, mais que ça change une fois pour toutes sur l'essentiel. En 1960, on le sentait, le besoin de changement. C'est curieux, on dirait que cette année, ça revient, ça doit être périodique chez nous. Ça vient tous les 10 ans. Ben, profitons-en, parce qu'un autre 10 ans, on ne pourrait plus attendre. Et on disait, il faut que ça change. Pourquoi? Parce qu'on avait honte d'être Québécois. On avait honte du Québec, des bouts de chemin, du toit-tétoin. On avait honte, les plus vieux, souvenez-vous-en, c'est pas si loin. On avait honte d'une société qui, littéralement, semblait se complaire à traîner la queue du continent. Alors, il a fallu se mettre au travail. Ils ont appelé ça la Révolution tranquille. En 1966, les slogans sont réapparus. Mais les slogans à l'état pur. Égalité ou indépendance. 100, 100, 100. Vous vous souvenez de ça? On demandait aussi l'immigration puis la sécurité sociale. C'est-à-dire, on voulait au moins verbalement continuer à répondre à ce besoin inévitable d'une société qui devient compétente d'avoir ses outils, d'avoir les moyens d'employer ces outils, d'avoir la responsabilité. Seulement, c'est la peur qui l'a emporté, puis depuis 4 ans, c'est une espèce d'affaissement. On était dans le creux de la vague. Il y a 4 ans, on promettait comme un cadeau du centenaire pour 1967, l'assurance maladie. 4 ans plus tard, vous avez Jean-Jacques Bertrand comme une pleureuse professionnelle qui court... qui court dans le paysage après nos 200 millions qu'on a payés, mais qu'on n'a pas. Puis on n'a pas l'assurance maladie non plus. Après 4 ans de promesses, on n'est pas plus avancé. On devait l'avoir en juillet 70. C'était impossible. Alors pour ça, puis d'autres raisons, nous acheter dans une élection printanière. Ils pensaient nous prendre au dépourvu. Je ne crois pas qu'ils nous aient pris au dépourvu. Ils ont juste littéralement stimulé d'un bout à l'autre du Québec, partout, non seulement les associations, mais aussi, on dirait, toute la population québécoise. Pendant ces 4 ans de creux de la vague, qui d'ailleurs avait été précédé d'au moins une couple d'années de creux de la vague dans l'ancien gouvernement aussi, 6 ans chez le GAB au moins, on nous a aussi fabriqué des ministères nouveaux, le ministère de l'Immigration sans pouvoir. On est en train de tout doubler puis de tout singer, les choses pour lesquelles on paye puis où sont les vrais pouvoirs, contrôlés par la majorité dans un pays dont on est juste l'appendice provincial. C'est un pays où on ne sera jamais autre chose qu'un appendice. Mais pendant que les autres ont les pouvoirs, on se fabrique pour se consoler par des mots ou par des clichés
ou même par des instruments sans pouvoir, l'équivalent artificiel, on s'est donné un ministère de l'Immigration. L'autre à Ottawa, pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer, c'est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Et puis maintenant, nous voilà 4 ans plus tard. C'est gros, une tranche de 4 ans dans la vie de quelqu'un. T'as le temps de tomber malade puis de mourir. Ça peut être grave aussi pour une population. Puis là, après 4 ans, regardez ce qui se passe. On retombe dans les slogans. Mais dans les slogans à l'état pur. D'un côté, c'est drôle. Il y a eu le Québec fort. Il faut des gradations dans les slogans. Il y a eu le Québec fort. Puis le Québec d'abord. Ça fait que là, c'est le Québec plus que jamais. Un peu, beaucoup, passionnément. Oui. Et puis, derrière les slogans, on nous dit, attendez-nous encore 4 ans ou 5 ans. Rendez-nous l'assiette au beurre, puis peut-être qu'on sera prêt. Autrement dit, c'est bien mauvais aujourd'hui. Seulement, si on peut avoir encore 4 ans à tourner en rond, ça sera peut-être bon quand on sera prêt. Puis de l'autre côté, c'est le Québec au travail. Bon, on ne demande pas mieux, bon Dieu, que le Québec soit au travail. Mais comment? Comment, avec quel moteur on va pouvoir redonner un élan à notre société? Alors là, il y a des économistes qui sont en train, dans la panique électorale, de devenir des illusionnistes économiques. À certains moments, tu te demandes même si c'est pas eux, au lieu de Camille Sanson, qui auraient dû improviser un nouveau crédit social. On nous disait... On nous disait il y a quelques semaines, faites attention, le Québec aurait un déficit dans sa balance des paiements de 1 milliard. On se demande encore où ils ont pêché ça, on n'a pas trouvé de source nulle part, puis ils n'en parlent plus. Mais c'est beau 1 milliard, c'est rond, c'est soufflé, c'est taillé parfaitement comme une belle balloune. Là maintenant, c'est 100 000 emplois qui vont être parachutés en 6 mois. Réal n'a jamais fait mieux, ça aussi c'est beau, c'est rond. Ça devient jongler avec des chiffres. C'est plus de l'économie, ça. C'est de l'illusionnisme. Les 2 vieux partis sont maintenant réduits à des slogans, à des combats d'arrière-garde, si on ne se trompe pas. À toute fin pratique, eux, c'est la marée qui baisse. La vieille marée de l'impuissance québécoise qui est en train de se retirer. Les reliquats de notre impuissance. Puis en face, et dans les 2 étages, c'est des Québécois la plupart du temps qui se déchirent, puis qui s'émiettent, puis qui se dégradent. En face, dans l'autre étage de la maison de fous, qui est ce régime où nous achevons, j'espère, de nous gaspiller. Vous avez des gens qui parlent d'un livre blanc et puis de justice fiscale, mais ça devient de plus en plus un exercice de philosophie. Des gens qui achèvent de ruiner Air Canada, pour lequel tous les citoyens ont payé, qui est une propriété collective. Mais ça leur est égal, il y a du patronage puis du graissage à faire à ses dépens, comme dans la Défense nationale, qui fait rire de nous autres, à je ne sais pas combien de centaines de millions par année. Ces gens-là achèvent de ruiner les producteurs de lait du Québec. Ça presse pas, c'est rien que le Québec. Pendant ce temps-là, à nos dépens, ils offrent des vacances agricoles aux fermiers de blé de l'Ouest. Ça pressait. Ces génies de la compétence de façade qui sont en fait un vieux régime poussiéreux qui achève de s'effondrer dans l'arrogance et l'incompétence, ils achèvent aussi de ruiner le service postal à Montréal. Ça presse pas, c'est juste Québec. Pendant ce temps-là, le patron, pendant que la maison s'en va en morceaux, le patron est allé faire du ski. Néron, lui, jouait du violon. Il me semble qu'on doit dire que maintenant c'est assez dans ce régime-là de tourner comme des rats dans une cage. Dans une cage où on s'accroche continuellement aux barreaux, mais où tous nos dirigeants traditionnels refusent même de les secouer parce qu'ils ont peur du grand air puis de la vie normale.
C'est assez, il faut les briser, les barreaux, mais les briser calmement, démocratiquement, on a le droit de le faire. Puis on va le faire si on veut le 29 avril. Puis personne ne va contester notre droit. Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser puis à s'émietter, puis peut-être de connaître les secousses de l'écœurement puis de la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté puis le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui puis qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. On peut cesser d'être un peuple caricaturalement pauvre dans une société riche qui est manipulée par les autres et devenir un peuple qui se donne les conditions essentielles de sa prospérité puis de son développement, dont la première, c'est la responsabilité de ses propres instruments. On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité puis qui se donne la taille puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi, je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Vous avez jamais entendu parler? On s'est fait dire par un Américain, après bien d'autres récemment. On vient tanner de se le faire dire par les étrangers. Par un Américain, dans un monde où 3 ou 4 millions de Danois sont parmi les peuples les plus prospères du monde. Pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? Oui, mais justement, avez-vous jamais entendu parler d'un front du Danemark danois? Je ne sais pas comment on dit Bill 63 ou anti-Bill 63 en danois, mais avez-vous jamais entendu parler de lutte de fous comme celle-là? Ils ne sont pas obligés de mobiliser dangereusement des milliers de leurs jeunes, puis de leurs travailleurs, puis de leurs enseignants dans les rues, parce qu'à un moment donné, ils ne croient plus aux institutions politiques normales. Moi, je peux vous dire qu'après 15 jours de débat sur le Bill 63, j'étais profondément écœuré, parce qu'en fait, on essayait de retarder une chose sur laquelle les deux vieux partis s'étaient entendus, puis ils avaient la majorité, puis ils contrôlaient le Parlement. Pourquoi on a continué un autre 15 jours? Je pense que Proulx a eu la même impression. Il faisait partie du groupe tout petit qu'on était. Puis moi, je le sais, pour moi personnellement en tout cas. C'est parce que justement, il y avait jusque devant le Parlement des milliers de gens qui venaient pour dire « on n'y croit plus » à ce que vous appelez la démocratie. On croit qu'on a une équipe. On croit qu'on a une feuille de route. On croit qu'on a aussi une solution qui nous empêcherait de continuer à gaspiller pendant 4 ans les énergies, puis les ressources, puis le temps qui est tellement précieux à notre époque, surtout dans une société qui a encore du rattrapage à faire dans des endroits où ça fait mal. La solution qui est un moteur d'un nouveau départ. Maintenant, ça, on peut tout l'appliquer. Pas contre personne, c'est juste pour nous, ça. C'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait, ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Et on n'aura pas de misère à les respecter. Il faut que ce Québec-là soit également pour tous les Québécois. On peut devenir une sorte de société modèle, si on veut. Ce point de vue-là. Puis c'est pas contre ceux qui sont autour de nous non plus. Dans le reste du pays, il y a des gens qui le savent bien mieux que certains de nos propagandistes qui nous humilient par le mépris inconscient qu'ils nous manifestent avec leur propagande.
il y a des gens de plus en plus qui comprennent qu'ils peuvent avoir des liens amicaux et même fraternels dans une nouvelle forme d'association, mais qui sera faite d'égal à égal entre deux pays qui sont chacun chez eux. Il n'est pas question de mettre un mur de Chine autour du Québec. On n'est pas au Moyen-Âge, puis on n'est pas au temps de Colbert puis de Louis XIV. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement quand ils sont libres chez eux, échangent et littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement. On est dans un monde où littéralement il va falloir apprendre que le genre humain c'est une famille, mais que dans cette famille il y a des groupes qui sont distincts, qui ont le droit d'exister, puis qui ont le droit d'exister chez eux, avec leur propre façon de voir la vie, parce qu'autrement on deviendrait un monde d'automates. Il y a une richesse dans tous les peuples. Et tous les peuples qui sont normalement constitués ont le droit librement d'abord de développer leur propre richesse puis leur propre personnalité, mais ensuite, comme jamais auparavant, de s'ouvrir aux autres. C'est actuellement qu'on est isolé dans une cage. Quand on sera chez nous, on va s'ouvrir comme jamais auparavant. Puis on va communiquer comme jamais auparavant. En fait, le 29 avril, si on veut, et ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? OK. Merci beaucoup. Alors, elle est avec nous aujourd'hui, notre première ministre, Pauline Marois. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous trouvez que ça va mieux au Québec? Moi aussi, je le pense. Je pense comme vous. D'ailleurs, j'avais très hâte de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. J'avais hâte qu'on revienne sur notre première année de gouvernement et qu'on se rappelle ensemble combien on avait hâte de faire avancer le Québec, d'appliquer un programme qu'on avait imaginé ensemble. On avait hâte d'avoir à Québec un gouvernement souverainiste. Et on s'est très vite aperçu qu'il fallait d'abord réparer les pots cassés laissés par les libéraux qui nous avaient précédés. Est-ce que vous vous en souvenez? Où en était le Québec au lendemain de notre élection? Les nids de corruption laissés par les libéraux. Le Québec aux prises avec une des pires crises sociales, une crise sociale sans précédent. On l'a oublié, hein? Un trou de 1,6 milliard de dollars dans les finances publiques, des dépassements de coûts dans les infrastructures, des projets annoncés, aucun de ceux-ci budgétés, et j'en passe. Ça nous a amené à prendre des décisions difficiles, à poser des gestes courageux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a repris le contrôle des finances publiques.
Et on l'a fait. On a tenu un sommet sur l'enseignement supérieur. On s'est entendu sur l'avenir de nos universités. On a recréé des liens positifs avec les étudiantes et les étudiants du Québec. Et puis, on a fait le ménage. On a fait le ménage dans le financement des partis politiques, dans l'octroi des contrats. On a remis de l'ordre dans la grande maison du Québec. On était une nouvelle équipe. On a parfois eu besoin de s'ajuster un peu. C'était normal. Mais il y a une chose, on a toujours gardé le cap sur nos engagements. On a sorti le Québec du nucléaire, de l'amiante. On a aboli la taxe santé pour les familles les moins riches. Et on a permis aux jeunes de voter sur les campus. On a réinvesti. Vous êtes contents, les jeunes? Vous allez travailler maintenant à faire sortir le vote? OK. On a réinvesti dans les soins à domicile. On a adopté une charte du bois. On a développé l'éolien en Gaspésie. On a amorcé un nouveau dialogue avec les Premières Nations. Et on a envoyé un message clair, c'en était terminé de la corruption au Québec. Ce ne serait plus toléré. Alors donc, après 1 an au gouvernement, je n'ai aucune hésitation à le dire, avec le Parti québécois, le Québec, il va mieux. Et, en tout cas, il va pas mal mieux qu'avec les libéraux. Mais si on fait de la politique, c'est certainement pas pour nous comparer aux libéraux. De toute façon, la seule chose qui peut se comparer aux libéraux de Jean Charest, ce sont les libéraux de Philippe Couillard. Nous, au Parti québécois, on veut aller plus loin, beaucoup plus loin. On ne veut pas être le gouvernement d'une province. Nous, au Parti québécois, on veut être le gouvernement d'un pays libre et indépendant, le Québec. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'après avoir passé un an à réparer le Québec, on avait hâte d'aborder une nouvelle étape. Et cet automne, on y est à cette nouvelle étape. Nous sommes sur tous les fronts. Le parti est en santé. Nous faisons la promotion de la souveraineté. Raymond Archambault vous le mentionnait tout à l'heure. On sera là dans Vio pour l'élection partielle. On sera tous derrière Tania Lompré. Où es-tu, Tania? Lève-toi. Alors, si le candidat du Parti libéral était inquiet au sujet de la charte, il saura trouver quelqu'un avec qui il pourra avoir de très bonnes discussions, avec Tania Lompré. Merci, Tania. Alors, au gouvernement aussi, on travaille fort. On le fait au parti, mais on travaille fort au gouvernement. On veut renforcer le Québec, renforcer notre identité, renforcer notre solidarité, renforcer notre économie. On se renforce parce que nous voulons bâtir un Québec plus libre. C'est pour ça qu'on s'investit. Le premier de nos chantiers pour renforcer le Québec, ça a été et c'est celui de l'identité. Au Parti québécois, on s'est toujours fait un devoir de défendre avec fierté ce qui nous distingue comme peuple. Ce peuple, il a un récit collectif singulier. Il nous enseigne que la plus grande conquête de notre histoire, c'est d'avoir compris que c'est en faisant nos propres choix que nous pouvons collectivement nous dépasser. Pour que tous les jeunes du Québec puissent prendre appui sur ce riche passé, pour se construire un brillant avenir, nous agissons.
je vous informe, je vous annonce que l'enseignement de l'histoire sera renforcé dès septembre 2014. Nous avons des racines, nous avons une histoire, et au Québec aussi, nous avons des valeurs. Des valeurs qui nous sont chères, des valeurs qui sont universelles, ça va de soi, mais qui sont éclairées par un parcours particulier et qui prennent donc une couleur bien québécoise. Il y a la protection de notre langue, de notre culture, la neutralité religieuse de l'État et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ces valeurs, nous les tenons de ceux et celles qui ont bâti le Québec. Et nous voulons à notre tour les transmettre à ceux qui vont nous suivre, mais aussi à ceux qui vont se joindre à nous. Notre nation, elle est riche de sa diversité. Et celle-ci, elle va aller en grandissant. Cette diversité va aller en grandissant. Et nous pensons donc qu'il est nécessaire de se donner des règles pour pouvoir vivre en harmonie, ici, au Québec. Des règles pour maintenant, mais des règles pour l'avenir. Et c'est pour cette raison que nous allons adopter une charte de la laïcité. Vous vous en rappelez sûrement. Nous avions promis d'agir lors de la dernière campagne. Nous avons tenu parole. Nous avons fait des propositions aux Québécois. Nous les avons consultées. Nous les avons entendues. Et à ce sujet, je veux saluer le travail extraordinaire d'un membre de notre équipe. Il a été de toutes les tribunes. Il a écouté toutes les opinions avec calme. Il a fait preuve de courage. Bernard Drainville, je suis fier du projet que nous avons déposé. Bernard. Bravo, Bernard. Alors, notre proposition, elle est maintenant devant l'Assemblée nationale. Lors de la commission parlementaire, les citoyens, les groupes vont pouvoir venir s'exprimer de nouveau. Et j'espère que les partis d'opposition vont se montrer responsables, qui vont accepter de discuter de manière sereine, de manière constructive. Remarquez toutefois que je n'ai pas beaucoup d'attentes à l'endroit des libéraux, pour être complètement honnête avec vous. Parce qu'avec eux, là, c'est toujours du pareil au même. Quand c'est le temps pour le Québec de s'affirmer, les libéraux, eux, sont aux abonnés absents. En 1977, ils ont voté contre la loi 101. En 2010, ils ont plié devant la Cour suprême dans le dossier des écoles passerelles. Et aujourd'hui, ils s'opposent au renforcement de la loi 101. Que ce soit avec Jean Charest ou Philippe Couillard, plus ça change, plus c'est pareil. Les libéraux, ils préfèrent la Constitution de Pierre-Éliott Trudeau à la charte de Camille Lorrain. C'est ça, les libéraux. Et avec la laïcité, c'est la même chose. Les libéraux sont complètement isolés sur cette question. Ils vont moins loin que le rapport Bouchard-Taylor qui proposait, lui, d'exiger la neutralité religieuse des personnes en situation d'autorité. En somme, Philippe Couillard est pour la neutralité de l'État. Bien sûr qu'il est pour la neutralité de l'État, en autant que ça ne veuille rien dire. C'est ça la position de Philippe Couillard. Alors, la position des libéraux, elle est radicale, elle est radicalement molle. C'est ça la position des libéraux.
Et quant à nous, nous irons de l'avant. Nous procéderons avec ouverture, nous procéderons comme nous faisons toujours, de manière responsable. Et un jour, comme on le fait maintenant avec la loi 101, on parlera de notre charte de la laïcité comme d'un grand geste posé pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble, parce que nous voulons vivre ensemble dans un pays plus fier. C'est ça l'objectif que nous avons aussi avec notre charte de la laïcité. Bien vivre ensemble. Maintenant, le deuxième de nos chantiers pour rendre le Québec plus fort, c'est la solidarité. Ça aussi, ça fait partie de notre identité. Cette solidarité, c'est celle de nos ancêtres qui se sont serrés les coudes pour traverser les longs et durs hivers. C'est la fraternité des grandes luttes sociales, celle de la défense des travailleurs, celle de la défense des droits des femmes, des luttes pour les droits des femmes. Cette solidarité, elle s'est encore une fois manifestée dans la douleur ressentie par tous les Québécois lorsqu'un train fou a frappé le cœur de Lac-Mégantic. Cette solidarité, nous l'avons reçue en héritage. C'est elle qui m'a amenée en politique. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. C'est grâce au modèle québécois de solidarité, grâce à l'accès aux études, que je peux aujourd'hui me tenir devant vous et que je peux vous dire que sous mon gouvernement, un gouvernement du Parti québécois, on va continuer à prendre soin de notre monde. Fiez-vous sur moi. La solidarité, elle a toujours été au cœur de la grande histoire de notre parti. Nous avons donné au Québec certaines des politiques les plus avant-gardistes. La loi sur la santé et sécurité au travail, la loi sur l'équité salariale, l'assurance médicaments. Sous les libéraux, c'était le règne du chacun pour soi, de l'affrontement social. Même l'octroi de places en garderie avait été détourné de sa finalité pour récompenser les amis du parti. Et encore aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une seule proposition de Philippe Couillard pour améliorer la vie des familles du Québec? Pouvez-vous me nommer seulement une seule idée? Une seule. Il n'en parle jamais. Rien n'a changé au Parti libéral. Avec Charest ou Couillard, la seule famille qui compte, c'est la famille libérale. C'est ça au Parti libéral. Nous, vous le savez, malgré un contexte budgétaire difficile, nous avons agi. Et on l'a fait en continuant de gérer avec rigueur. Pourquoi? Parce que la santé de nos finances publiques, c'est indispensable pour pouvoir protéger nos services. Et c'est ça, être responsable. Je suis très fière de la politique que nous venons de présenter. La solidarité, une richesse pour le Québec. Elle sera appuyée de ressources considérables. 2,9 milliards de dollars d'ici 2017. Plusieurs de vos ministres, ont travaillé très fort là-dessus. Je veux d'ailleurs saluer d'une façon toute particulière celle qui a joué le rôle de chef d'orchestre de cette équipe, Agnès Maltais. Agnès, tu as fait un travail formidable. Merci. Alors, avec cette politique, on aide les plus vulnérables, on aide ceux qui les aident et on travaille à préparer l'avenir. On va augmenter les prestations de sécurité sociale pour les personnes seules et on va lutter contre les préjugés à l'endroit des plus démunis. On va mieux soutenir les groupes communautaires aussi. Ils font un travail exceptionnel pour aider les jeunes, les aînés, les gens vulnérables. On va les aider, nous aussi, à aider. On va augmenter leur financement. On va leur donner des ressources pour qu'ils puissent améliorer leurs locaux, pour qu'ils puissent offrir de meilleures conditions à leurs employés. Et on va aussi donner plus de ressources aux nouveaux Québécois
pour qu'ils puissent s'intégrer. Avec Diane de Courcy, on va les aider à apprendre le français et à se trouver un travail en terre québécoise. Diane est là-bas. Et on ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrête pas là. Régent Hébert travaille aussi sur une nouvelle politique, celle-là. Une nouvelle politique en prévention en santé. Ça viendra un peu plus tard. Son grand projet, l'assurance autonomie, avance actuellement pour nous permettre d'offrir aux aînés le choix de vieillir là où ils le décident, là où ils le souhaitent, et pour l'essentiel, évidemment, chez eux. C'est à ça que nous travaillons avec Régent Hébert. Merci, Régent. Où est-il, là? Il est là. Alors, nous sommes animés de cette volonté de permettre aux Québécois de vivre longtemps, plus longtemps en santé. Alors, Sylvain Pagé prépare actuellement notre politique du loisir, du sport et de l'activité physique. Merci, Sylvain Pagé. Il est soutenu par Marie Malavoie, qui a annoncé l'élaboration de la première politique nationale de lutte contre le décrochage scolaire. C'est ce à quoi votre équipe travaille. Il y a tellement de choses. Plus tôt cet automne, on a fait adopter avec Sylvain Gaudreault la première loi cadre sur l'économie sociale. Bravo! Bertrand Saint-Arnaud, de son côté, travaille à accroître l'accès à l'aide juridique. Bravo! Merci, Bertrand. Et puis, il y a également le projet de loi « Mourir dans la dignité » qui est rendu en commission parlementaire. Il s'appuie sur un très large consensus au sein de la population québécoise et il est porté avec une très grande humanité par Véronique Yvon. Merci, Véronique. Dans un tout autre ordre d'idées, vous savez à quel point il me tient à cœur d'offrir le meilleur départ à nos tout-petits. Alors, je voudrais saluer Nicole Léger. Elle est en train de créer 28 000 nouvelles places en service de garde, dont 3 500 seront développées en milieu défavorisé. Merci, Nicole. Je suis persuadée que toutes ces initiatives vont rendre la vie des Québécois meilleure. Et ce sont des idées qui viennent de vous, qui viennent des militants du Parti québécois, des idées qui nous sont particulièrement chères comme formation politique. Pourquoi? Parce qu'au Parti québécois, nous, on pense que la solidarité, ce n'est pas une dépense. La solidarité, c'est une richesse pour le Québec. Alors, identité, solidarité. Mais pour avoir les moyens de nos ambitions, il nous faut bien sûr travailler à la prospérité du Québec. Et c'est le troisième chantier de notre gouvernement cet automne. Je vous ai parlé un peu plus tôt des efforts qu'on a dû faire pour reprendre le contrôle de nos finances publiques. Nicolas Marceau, Stéphane Bédard ont fait un travail exceptionnel dans des conditions difficiles. Merci à vous deux.
Alors, pendant que Philippe Couillard propose d'augmenter les taxes à la consommation, nous, on contrôle nos dépenses. Et non seulement nous respectons nos cibles de hausse des dépenses publiques, mais en plus, on fait mieux. Les libéraux, eux, n'ont jamais réussi à le faire. Et je suis particulièrement fier de vous le dire, mon gouvernement est le premier gouvernement qui, en 10 ans, contrôle la croissance de ses dépenses. C'est ça, être responsable. Je l'ai dit, je le répète, c'est exigeant et ça demande un effort de tous les instants. D'autant plus qu'on constate actuellement que la croissance n'est pas aussi forte qu'on l'aurait anticipé. C'est vrai en Ontario, c'est ça dans le reste du Canada, c'est comme ça aux États-Unis également. On commence à voir des signes encourageants toutefois. On sent que la confiance est en train de revenir et les décideurs voient aussi qu'il y a à Québec un gouvernement qui s'occupe de l'économie, un gouvernement qui a une vision pour le Québec. En fait, en octobre, notre économie a créé plus de 34 000 emplois au Québec. Pendant ce temps, et il ne faut pas s'en réjouir, le reste du Canada en a quand même perdu 20 000. Pour 2013, si on compare avec la même période de 2012, ça nous donne 53 300 emplois de plus pour les Québécois et les Québécoises sous un gouvernement du Parti québécois. J'ai l'impression parfois que ces chiffres ne font pas plaisir aux libéraux. Alors, faute d'avoir une équipe économique, ils n'ont aucun autre choix que de dénigrer l'économie du Québec et, vous les avez entendus, de semer l'inquiétude. Avec leur campagne de peur, avec leurs propos alarmistes, ils créent de l'incertitude et ils font mal aux familles du Québec. Pour Philippe Couillard, l'intérêt partisan passe avant l'intérêt du Québec. L'angoisse fiscale, est-ce que je peux leur dire, c'est un problème libéral. C'est ça leur angoisse fiscale, c'est leur problème. Alors, au gouvernement, nous allons garder le cap. On va rester rigoureux dans le contrôle de nos dépenses. On va aussi agir résolument pour stimuler l'économie à court terme, mais pour développer, cette économie à long terme. Notre plan, c'est l'emploi. Encore plus d'emplois payants pour les Québécoises et les Québécois dans toutes les régions du Québec. Vous l'avez vu dès la première année, on a réagi pour stimuler l'économie. Nous avons retenu et nous avons agi sur plusieurs fronts et nous allons agir sur plusieurs fronts. Mais dans un premier temps, nous avons retenu l'industrie agroalimentaire comme secteur d'avenir. Un secteur qui fait pousser des emplois, qui cultive la fierté. Alors, grâce à François Gendron et à sa politique de souveraineté alimentaire, on va mettre plus de Québec dans nos assiettes. Merci, François. Merci. On soutient les régions également. Vous savez que depuis plus de 10 ans, la politique nationale de la ruralité, d'ailleurs politique adoptée sous un gouvernement du Parti québécois, vient reconnaître la diversité des territoires du Québec. C'était donc une réalisation de notre gouvernement. Cet automne, nous avons annoncé la phase 3 de cette politique. Avec Gaétan Lelièvre, c'est une somme de 470 millions de dollars sur 10 ans qu'on va investir pour soutenir nos régions, pour les accompagner. Nous sommes le Parti des régions. Merci, Gaétan. On connaît aussi l'importance de la forêt pour notre économie, pour notre territoire, pour notre identité.
Pour que cette ressource renouvelable demeure un fleuron de notre économie, nous allons tenir dans 2 semaines un grand forum sur l'avenir du Québec forestier. Ce forum, il sera présidé par Denis Trottier. Il aura lieu dans la région la plus forestière du Québec. Il aura lieu à Saint-Félicien, dans la circonscription de Roberval. Merci, Denis. Et nous visons encore plus large. Nous avons une vision très ambitieuse. Cette vision, c'est notre politique économique, priorité emploi, cap sur l'emploi. Cette politique, elle est déployée autour de 4 axes. Pour créer des emplois manufacturiers, elle comprend d'abord notre politique industrielle. Avec Hélène Zakaïb, on va aider nos entreprises à devenir plus productives, à devenir plus vertes. Merci, Hélène. Un deuxième axe de notre politique. Nous avons présenté la politique nationale de la recherche et de l'innovation. Grâce au travail de Pierre Duchesne, le Québec va redevenir un champion de l'économie du savoir. C'est là où nous allons. Et nous avons aussi un plan de développement du commerce extérieur, celui-là sous la responsabilité de Jean-François Lisée. On va utiliser notre diplomatie partout dans le monde pour créer des emplois partout dans nos régions. C'est ça notre politique de commerce extérieur. D'ailleurs, il est ailleurs justement sur la planète pour faire la promotion du Québec. Je vais vous parler maintenant d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le 4e axe de notre politique. Avec Daniel Breton, on va faire du Québec un leader mondial de l'électrification des transports. C'est un projet de fierté. C'est un projet susceptible d'unir tous les Québécois, de tous les horizons. D'ailleurs, des chambres de commerce aux groupes écologistes de notre métropole jusque dans nos régions. La stratégie d'électrification des transports que nous avons présentée a été saluée par tous les intervenants. Presque tous, en fait. Mais vous vous en doutez bien, les libéraux sont contre ce projet de développement économique. Au Parti libéral, ils préfèrent les contrats d'asphalte. C'est ça l'orientation du Parti libéral. Mais moi, ce projet-là, je peux vous dire que j'y crois, que j'y tiens, que ça m'inspire. Comme avec l'aéronautique, le multimédia, le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir un leader des transports du futur. Ça va nous permettre de développer notre économie, de créer des emplois de pointe. On va le faire tout en se rapprochant d'ailleurs de nos cibles très ambitieuses de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Ouais, on va y arriver, je vous le dis. Et ce projet-là, il nous mène aussi vers l'indépendance énergétique et aussi vers l'indépendance politique. Alors oui, on a une vision à mettre en œuvre. On a une vision à proposer aux Québécois. Un programme qu'on a conçu tous ensemble, à partir de vos idées. Des idées dont on avait fait état pendant la campagne électorale.
des engagements qui nous lient aux Québécois. Malheureusement, nous rencontrons des obstacles pour les appliquer. Les partis d'opposition bloquent des projets de loi prioritaires, des projets de loi qui sont chers au cœur des Québécois. Ils le font, les oppositions, par pure partisanerie. Il y a le projet de la Banque de développement économique, un guichet unique attendu dans toutes les régions. La mise à jour de la Charte de la langue française, nécessaire pour faire face aux réalités du 21e siècle. La création du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, un projet de loi que les libéraux ont retenu, tenez-vous bien, 48 heures en commission parlementaire jusqu'à maintenant, si ça ne s'appelle pas du blocage, l'abolition de la prime de départ pour les députés démissionnaires, sans oublier la mise à jour de la loi sur les mines, la réforme attendue d'un texte législatif qui remonte au 19e siècle. L'opposition n'a même pas accepté de discuter le projet en commission parlementaire. Je peux vous dire qu'on va revenir à la charge. Avec Martine Ouellette, on ne lâchera pas et on va la faire, notre réforme. Encore cette semaine, le moratoire sur les gaz de schiste a été bloqué par les partis d'opposition. Rendez-vous compte, là, un projet qui fait presque l'unanimité au Québec. C'est un geste nécessaire pour rassurer les citoyens qui vivent dans les basses terres du Saint-Laurent. Même Québec solidaire s'est abstenu au sujet du moratoire. Et ils l'ont fait aussi pour le projet de loi sur les mines. Donc, Québec solidaire, qui s'est battu pour avoir sa place à l'Assemblée nationale, se tait le moment venu où on aurait besoin d'eux. C'est à n'y rien comprendre. Et maintenant, je vais m'adresser aux partis d'opposition. Mon gouvernement s'est montré responsable. Je vous demande de l'être aussi. Soyez-le, vous aussi. Les projets de loi que vous bloquez, ils sont attendus par les Québécois. Cessez de bloquer le gouvernement. Cessez de bloquer le développement du Québec. C'est ce que l'on attend de nos oppositions. Soyez responsables. Et maintenant, chères militantes et chers militants, je sais que vous avez hâte que nous puissions aller au bout de nos idées. Est-ce que je peux vous dire que j'ai très hâte également? Pour l'instant, on va continuer à gouverner le Québec, à le gouverner de façon responsable. Je suis très fière de ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. On a travaillé fort, très fort. Regardez là où on en est actuellement. Nos idées, elles sont claires. On sait où on s'en va. On bâtit un Québec plus fort, un peuple plus fier, une société plus solidaire, une nation plus riche. Oui, depuis l'élection du Parti québécois, le Québec, il va mieux. Déjà, le Québec est plus fort. Imaginons maintenant ce que nous pourrons faire quand nous serons majoritaires. Et imaginez ce que nous pourrons faire quand nous aurons notre pays, le Québec. Merci, bon Conseil national. Troisième aussi, Sylvain Loisel, Ian Terry, Maurice Leroux, Denise Vallely. Ensemble on dit oui, c'est le oui de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit